Salut à tous, bienvenue dans ce premier avis express, avis simple et rapide sur le cinéma d'actualité. Et aujourd'hui vous avez reçu la commande Grand Budapest Hotel. Et aujourd'hui vous avez reçu la commande film d'animation La Grande Aventure Lego. Et aujourd'hui vous avez reçu une commande comédie action car vous avez reçu 22 Jump Street réalisé par les prodiges Phil Lord et Chris Miller. Et aujourd'hui vous avez reçu une commande science-fiction, le fameux Star Wars, le réveil de la force, réalisé par J.J. Abrams. Résultat, eh bien on voit que le réal aime le mythe et l'a bien compris, le film est globalement une réussite et ça n'a rien à voir avec la prélogie de George Lucas. Ah ta gueule mec. Aujourd'hui commande blockbuster, vous avez reçu le très attendu Captain America Civil War. Et donc cette idée intéressante, ils la remettent dans Civil War tout en voulant garder le côté très fun. Moi je trouvais que ça fonctionnait pas mal dans Civil War. Vous avez reçu Suicide Squad réalisé par David Ayer. Là aussi beaucoup se plaignent qu'il n'y ait pas assez de bande originale, mais sérieusement les gars, quand on a les Rolling Stones, quand on a Queen, quand on a Action Bronson, quand on a Eminem, le fait de voir de tels chefs-d'œuvre sur un film de bad guy c'est jouissif. Ouh c'est douloureux ça. Ce que vous venez de regarder, c'est moi il y a tout juste 8 ans quand je me lançais sur YouTube. Mon idée était de faire ce que j'appelais à l'époque des avis express, qui consistait à publier des vidéos courtes, en général moins de 6 minutes, sur le cinéma d'actualité. Alors j'ai tenu ces avis express pendant 3 ans avant d'arrêter complètement et de revenir 2 ans plus tard, sous Game Focus. Ces avis express, je ne vais pas vous mentir, je les ai fait parce qu'effectivement j'aime avant tout parler de cinéma depuis que je suis ado, mais je le faisais aussi parce que je savais que ça fonctionnait, que certains avis pouvaient marcher plus que d'autres, et du coup j'essayais d'en sortir le plus possible et surtout le plus souvent sur des films très attendus, donc des grosses productions américaines, où je me contentais de parler en surface, bref, de l'argumentaire assez bas de gamme. Mais je faisais aussi ça car j'étais plus jeune, je ne connaissais pas spécialement le monde qui entourait le cinéma et le cinéma français, et je n'avais pas spécialement développé de sens critique profond. Je comblais mon manque de culture et d'expérience avec des phrases creuses, et ça marchait plutôt bien. Et en grandissant, j'ai travaillé dans le milieu, je me suis renseigné, j'ai aussi écouté et découvert des personnalités qui m'ont fait remettre mon avis en question, et j'ai découvert le cinéma sous un autre angle, et un angle qui m'a beaucoup plus apporté que tout ce que j'ai pu voir par le divertissement pendant mes études. Ma sensibilité a changé, et je suis passé de simple consommateur passif à un autre stade qui vise à explorer plus en profondeur le sujet. Mais bref, si je vous dis tout ça, c'est parce que je voulais vous parler un peu de cinéma sur YouTube. Les youtubeurs ciné, c'est une bonne chose en soi, ça permet à des gens qui s'y connaissent de montrer le potentiel du cinéma à ceux qui sont curieux d'en savoir plus. Ils vont pouvoir conseiller des films assez méconnus du grand public, montrer comment on peut analyser des séquences ou des choix artistiques. Les youtubeurs sont des portes d'entrée vers un cinéma à la fois plus riche et plus obscur. Mais les plus connus d'entre eux, que j'écoutais à une époque assez régulièrement, sont pour moi restés dans cette jeunesse qui ne grandit pas ou ne développe pas spécialement sa façon de fonctionner et de voir un film. Et c'est pour moi problématique, car quand on a que ce type de personnes pour parler de cinéma sur YouTube, on se retrouve très vite à n'avoir qu'une infime partie de ce qu'on peut raconter et développer. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui, les plus jeunes et même ceux de ma génération, qui ont grandi avec Internet et YouTube, se retrouvent avec un esprit assez formaté sur le cinéma, pas forcément mauvais ou incohérent, mais pas assez développé ou qui reste du moins très en surface. C'est un domaine où le monde est très ouvert, c'est un outil qui nous permet de filmer des moments réels, de filmer des moments qui ont une beauté que tu ne pourrais pas retrouver dans la vie ou autre part, mais aussi de filmer le lait. Il est un outil excellent pour observer en fait. Et le problème des critiques ciné, c'est que comme moi à l'époque où je faisais ces avis express, j'étais focalisé sur un type de cinéma en particulier, celui du divertissement, et je ne laissais donc aucune place au cinéma d'auteur, même d'art et d'essai, qui est un peu plus compliqué à suivre. Je ne laissais aucune place à la sensibilisation de tous les côtés. Et pour développer un peu mon avis, je vais devoir prendre plusieurs exemples de vidéastes. Alors je tiens à dire évidemment que le but n'est pas de les insulter ou de les mépriser, mais juste de vous montrer ce que je trouve pauvre selon moi dans le YouTube ciné, et les écueils qu'il faut éviter. Moi le premier bien sûr. Le premier problème, c'est que le format le plus populaire de YouTube ciné, c'est la critique à chaud, comme le fait par exemple l'équipe du Joueur du Grenier, à ceci près que eux, ils n'ont aucune prétention de cinéphile. Le principe est simple, on va voir un film et on donne son avis. Évidemment ça amène beaucoup de vues car le format est autant regardé par ceux qui ont vu le film et qui veulent voir ce qu'en pensent les autres que par ceux qui ne sont pas encore allés en salle et qui veulent être sûrs de passer un bon moment. Et de par ce principe, l'analyse n'est jamais poussée très loin, c'est très souvent un simple ressenti personnel, un peu comme quand vous sortez de la salle avec vos potes et que chacun donne son avis sur ce qu'il vient de voir. Une critique constructive, ça prend du temps à se faire car il faut réfléchir au film. Il y en a certains qui vous restent dans la tête pendant des jours, voire des semaines, et ce recul vous permet d'analyser plus en profondeur un film. Et quand on regarde un film, en général, il est bon de le voir plusieurs fois pour le redécouvrir sous un autre angle, car le ressenti est souvent différent, chose que font rarement les youtubeurs qui font des critiques à chaud, et restent donc dans cette superficialité. Dernier point et pas des moindres, qui dit critique à chaud dit film récent, et si on veut faire un maximum de vues, il faut parler d'un film qui intéresse déjà le public. Autrement dit, ce format ne met en avant que les grosses productions du moment, et il exclut les films les moins populaires, ou bien les plus anciens. Et cela finit à terme par invisibiliser les bons films, qui auraient eu besoin de cette visibilité pour fonctionner en salle, mais bon.
Business is business. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut tout ignorer du divertissement dans le cinéma et que c'est forcément quelque chose de mal. Je dis juste qu'il faut pour moi qu'il y ait une balance pour équilibrer ce qu'on peut entendre. Et que les youtubeurs ciné très souvent se confortent dans ce qu'il va fonctionner. Durandal a même démocratisé les vidéos réactions aux bandes annonces, qui est pour le coup complètement sans intérêt puisque la bande-annonce est un procédé de publicité pour donner envie d'aller voir un film. La plupart des réalisateurs n'ont même pas d'avis à donner sur une bande-annonce, ce sont les promoteurs qui s'en occupent. Ça n'a aucun intérêt d'en parler, mais ça s'est popularisé parce que ça fait de la vue. En fait, la seule chose qui serait intéressante dans ce genre de vidéo, ça serait d'avoir un esprit d'analyse sur ce que la promotion a décidé de mettre en avant pour donner envie, donc un point de vue assez market et commercial. Mais il n'y a plus de cinéma. Et dans le style des critiques très superficielles, il y a aussi la chaîne de Monsieur Méa qui base très souvent ses analyses des films par des histoires et des anecdotes de tournage, mais jamais sur le film en question. Sa vidéo sur la perfection de Maman j'ai raté l'avion est très symptomatique du problème. Et ce qui est drôle, c'est que tout Maman j'ai raté l'avion est inspiré d'autres films écrits par John Hughes. Accrochez-vous, hein. Bah je m'accroche, fais que ça, vous pouvez me croire. Bon, il y a déjà le fait que Maman j'ai raté l'avion se passe dans la banlieue de Chicago, où Hughes a passé une partie de son enfance, et où se situe la majeure partie de ses films. Oui, presque tous les films de Hughes se déroulent dans la ville fictive de Shermer, en Illinois. En vérité, un mélange entre la ville de Winnetka et celle de Northfield, toutes les deux en bordure de Chicago. Ce qui est marrant, c'est que toutes les scènes de lycée, que ce soit dans 16 bougies pour Sam, Breakfast Club ou Ferris Bueller, sont tournées justement dans l'ancien lycée de John Hughes, celui de New Trier West de Winnetka. Tandis qu'une bonne partie des décors d'Oncle Buck et de Maman j'ai raté l'avion, comme le sous-sol, le grenier, la chambre de Buzz ou la maison des Murphy, ont été bâtis dans le New Trier High School de Northfield, un autre lycée au nom similaire mais désaffecté à l'époque, et situé à quelques kilomètres du premier. De plus, que ce soit Celle de Samantha dans 16 bougies pour Sam, celle de Steve Martin dans Un ticket pour deux, ou celle des McAllister des deux premiers Maman j'ai raté l'avion, toutes ces maisons sont situées à une poignée de kilomètres. Je n'ai rien à foutre. Raconter tout ce qu'il dit dans la vidéo pour justifier le fait que Home Alone est un grand film, c'est pas des arguments plausibles et je trouve ça même terrible d'en arriver là. Il n'y a encore une fois aucun problème à aimer le film pour son côté enfantin et Noël, mais tout ça c'est un aspect commercial qui fonctionne. C'est ça que fait John Hughes dans ses films, et c'est pour ça qu'ils se ressemblent tous. Tu peux juste te la péter en soirée après ces vidéos, mais t'en sauras pas plus sur le cinéma, c'est encore un choix un peu de confort. D'autres youtubeurs font aussi dans le cinéma d'actualité, et font parfois même des tops des meilleurs films de saga comme Clapman, que je trouve particulièrement redondant dans ses analyses. Ces vidéos font en général entre 7 et 15 minutes, et comme Durandal, il reste dans une superficialité dans ses critiques, et la grande majorité de ses vidéos concernent des grosses productions américaines, ou des comédies populaires françaises. Et avec ses 90 000 abonnés, ça en fait beaucoup qui restent dans un esprit très formaté du cinéma. Ce n'est pas une question de savoir si je suis d'accord ou pas avec leurs avis sur des films, ce sont les arguments apportés pour le justifier. Sa dernière vidéo sur Uncharted en dit pas mal, il passe un paquet de temps à parler des clins d'œil au jeu qu'il adore, qui rappelons-le n'est pas un argument valable pour qualifier un bon film, et reste aussi très en surface, ces arguments sont un peu bidons. Sauf que je me suis finalement plutôt réconcilié avec tout ça en comprenant d'après les trailers qu'on n'était pas du tout dans le même univers. On a dans les bandes annonces, et donc dans le film, des adaptations de séquences marquantes des jeux. Au-delà de tout ça, j'ai finalement été assez convaincu par Tom Holland. J'ai toujours un petit peu l'impression de voir justement Tom Holland en cosplay de Nathan Drake parfois, surtout à vrai dire durant la première heure de film. Ensuite, je trouve que Tom Holland s'affirme en Nathan Drake. Il y a 2-3 choses pas forcément en accord. Drake qui fait un petit peu de musculation le matin en se levant, j'ai pas forcément l'impression que ce soit l'état d'esprit de celui des jeux, mais bon, fallait bien caser Tom Holland torse nu à un moment. Le parcours et les moves du héros par rapport au jeu font un petit peu plus Yamakasi, mais le principal c'est qu'on s'attache à lui. On sent de même qu'il a un bon fond parmi tous ces voleurs qui passent leur temps à se trahir. On retrouve ses tics de langage. Ah, crap. Ah, crap. Crap. On a du respect au niveau des personnages, du respect au niveau de l'univers, on y vient du coup, peut-être un petit peu trop de respect au niveau de l'univers, je m'explique. J'ai quand même l'impression d'être face à un projet qui est vachement dédié aux fans, mais qui reste quand même très banal et je le comprends. Et c'est vrai, il n'y a rien d'exceptionnel non plus que ce soit en termes de spectacle ou de réalisation, ça fait ce que ça doit proposer mais c'est sans plus. Il y a aussi Sofiane qui est connu pour avoir lancé des tops sur Twitter et Instagram sur quel est le meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur. Des tops très conventionnels qui ne regroupent toujours que les œuvres les plus connues et les plus populaires pour satisfaire un jeune public qui n'apprendra absolument rien et qui contentera de faire de la concurrence de bas niveau. Même si Sofiane n'a peut-être pas pour but d'analyser profondément des films, il laisse aussi les gens dans un confort de consommation en ne mettant en avant que des films que tout le monde connaît déjà. Et rappelons-le, un film très connu, c'est pas forcément synonyme de bon film. Alors on pourrait me dire que le Fossoyeur de films à une époque, ou bien In The Panda, un autre youtubeur qui avait notamment fait une série de vidéos sur des films pas très connus,
ils argumentent un peu plus profondément leur critique et le sujet. Alors c'est vrai qu'ils ont souvent cherché à aller plus loin que la simple critique à chaud en sortant en salle, mais ils restent pour moi dans une vision très étriquée du cinéma qu'ils proposent. En fait, je trouve qu'ils montrent leur vision personnelle, leur cinéphilie à eux, et semblent être fermés sur les autres visions qui sont en désaccord avec eux, ou alors ils n'en parlent pas. In the Panda, je trouve assez fermé au cinéma qui n'est pas populaire, et ce malgré son émission sur des films pas très connus. C'est quelqu'un qui est assez fermé d'esprit là-dessus, il n'ouvre pas de voix ou de propositions à ceux qui la regardent, juste sa vision personnelle et rien d'autre, et il est souvent très relativiste avec ceux qui aiment les films Marvel. Quand la personne te dit ça c'est mon truc préféré, t'as tendance à déjà te faire une idée de la personne qui se trouve en face de toi. Et du coup tu rentres dans un système où si jamais tu dis moi mon film préféré c'est un film du MCU, avoir des cinéphiles en face de toi qui vont te sortir alors oui excuse-moi mais je pense que t'as pas vu assez de films dans ta vie pour pouvoir te dire ça. Hein. Et j'en fais sûrement partie de ces gars-là, je pense que quand on me dit mon film préféré c'est un film du MCU, je pense aussi à ce genre de choses là. Et c'est pas bien de faire ce genre de choses parce que on le juge à l'aune de nos goûts personnels, donc quand on le fait c'est pas bien, faut pas comparer, c'est pas cool. Il y a aussi cette philosophie de la nostalgie, que des films qu'on a adorés étant gamin ne doivent pas être remis en question, parce que c'est comme ça, tout simplement, c'est comme ça. Et je suis pas étonné de voir Interstellar s'imposer pour certains comme le 2001 d'une certaine génération. Et ça, mine de rien, ça nous remet un peu à notre place. Parce que certains vont le juger de manière absolument dégueulasse en disant oui, Christopher Nolan, on s'en fout de votre avis. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant que justement certains cinéphiles élitistes se retrouvaient dans une position à être en mode oui, moi je pense que ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est déjà à suranalyser l'œuvre, certains juste se le bouffaient, la découvraient vraiment comme une claque immense qui est restée un truc très générationnel et très intense. Encore une fois, le film préféré joue beaucoup sur l'instant du parcours cinéphilique où tu l'as découvert. Tous ces amours-là, et surtout le point de départ de ces amours-là, n'a pas à être mis en question. Votre film préféré, quel qu'il soit, est légitime. Je trouve aussi que c'est un peu une impasse pour découvrir d'autres films, parce que si tu es incapable de changer d'avis ou d'admettre qu'un film que tu as adoré étant jeune a des défauts que tu remarques maintenant, tu n'arriveras pas à être ouvert à d'autres propositions. Il faut savoir se faire un peu mal pour développer des analyses intéressantes et pour argumenter contre ceux qui, justement, détesteraient un film que tu as aimé jeune. Et ça marche pour tout d'ailleurs, pour les arts, la politique, les goûts, les opinions, pour tout. Il faut savoir se remettre en question. Il faut partir toujours de ses émotions. Sinon on part de rien. On finit par fabriquer un film qui n'existe pas. Le film n'existe que à travers ce que j'en ressens. Et l'expérience esthétique, ça doit toujours passer par les sentiments. Simplement, effectivement, la difficulté de la critique, c'est après d'arriver à produire un discours qui soit autre chose que j'ai été ému, j'ai pleuré, à ce moment-là j'ai ri, ah là là, je me sentais vachement bien à la fin du film parce que ça m'a fait du bien. Bon, mais non, là il va falloir que je creuse mes émotions et que je comprenne pourquoi ce truc-là m'a procuré telle émotion. Et là, on peut déplier une critique qui pourra devenir intéressante pour autrui. Parce que si je me contente de dire que, je me souviens qu'à l'époque, au cahier, avec Burlot, on n'aimait pas du tout quand l'un d'entre nous écrivait « c'est bouleversant ». Cette scène est bouleversante. Je veux dire, non, ça, c'est pas de la critique. Ça t'a peut-être bouleversé. T'as raison de partir de là. T'as raison de partir de ton bouleversement, mais on veut pas voir le mot bouleversant dans ta critique. Ça, il faut qu'au contraire, ton bouleversement irradie toutes tes lignes, mais que tu ne nommes jamais comme tel. Il faut que tu l'expliques. Expliquer un bouleversement, c'est comme expliquer pourquoi on est amoureux d'une femme, c'est compliqué. Tous ces youtubeurs représentent en grande partie la critique cinéma sur YouTube, et pour moi ce n'est pas très bon pour les gens car ils s'articulent tous autour de la même problématique, c'est mépriser ceux qui ne sont pas d'accord avec leur vision. Et ça pour moi c'est tout sauf un argument valable. On peut avoir le droit de mépriser ou de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il faut bien développer derrière et pas juste les snober en faisant le vexer. Quand j'explique pourquoi les majors d'Hollywood et Marvel c'est de la merde, j'explique pourquoi, j'essaie d'argumenter, je fais pas le rageux, car j'estime que j'ai la légitimité d'en parler et que c'est concis. La cinéphilie c'est chaque personne qui se la fait toute seule, et une cinéphilie commence forcément avec des films qui sont très connus. C'est pour ça que tout le monde connaît Tarantino ou Kubrick par exemple. Mais quand tu es intéressé par le cinéma, ces films connus t'emmèneront vers d'autres films et te créeront une cinéphilie qui t'est propre. Mais d'un côté, il ne faut pas refuser aussi ceux qui aimeraient te sensibiliser à d'autres films pour te sortir de ton confort. Alors attention, j'ai conscience que c'est un parcours que d'apprendre à aimer le cinéma, ça se fait étape par étape. On ne passe pas de Spider-Man. MJ, là, entre tes cheveux et ta main, je vois rien du tout. Mec, À Camille Claudel 1915. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Samedi, votre frère, M. Paul Claudel, vient vous rendre visite. Merci. En
en un claquement de doigts, c'est pas possible, il faut du temps. On a le droit d'aimer des films divertissants, évidemment, j'en aime beaucoup moi, hein, mais il faut pouvoir savoir voir autre chose. Et si ça ne fonctionne pas, ou si tel ou tel cinéma te déçoit ou t'indiffère, c'est pas grave, au moins tu auras regardé, tu auras été curieux, et ton sens critique sur pourquoi tu n'aimes pas n'en sera que plus cohérent au fur et à mesure. C'est comme ça que tu te forges un esprit d'analyse. C'est ce que j'ai compris moi en arrêtant de mépriser ceux qui trouvaient que j'étais étriqué dans mes choix de films à voir au cinéma. Et là j'en parle parce que c'est mon domaine et que ça me saoule de ne pas voir autre chose sur YouTube qui casse un peu ce rythme. Bon, à part Antoine Goya qui commence à avoir son petit succès. Mais prenons un exemple dans un milieu que je ne connais pas du tout pour éviter de passer pour une horrible personne prétentieuse. Par exemple, la bande dessinée, moi j'y connais absolument rien. Je suis pas un grand connaisseur, j'aime bien en lire de temps en temps, mais je suis pas trop capable de bien argumenter sur si j'ai bien aimé une BD ou pas. Ma critique va rester très en surface et très personnelle. Je me contente d'écouter ceux qui en parlent pour essayer de comprendre en quoi telle structure de planche par exemple, tel choix de cases ou n'importe quel autre élément de style peut avoir son importance. En bref, je suis quand même assez curieux de comprendre en quoi le fond et la forme d'une BD peuvent entrer en résonance et former une alchimie. Et mon meilleur pote, des bisous si tu regardes cette vidéo, s'y connaît bien plus que moi. Il adore ça, il en lit beaucoup, il a écouté beaucoup d'auteurs et a su capter les références qu'ils avaient pour enrichir sa culture et se faire un avis que je trouve infiniment plus légitime que le mien sur la BD. Je vous invite à aller voir sa chaîne Le Fils de Bulle, j'y fais quelques voix off. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Donc je prends cet exemple pour essayer de vous expliquer que ce n'est pas de la prétention de ma part. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a des avis qui sont plus cohérents que d'autres, et c'est vrai, ils se valent pas tous. Dire chacun son avis, chacun ses goûts, c'est un argument relativiste qui ne fait rien progresser. C'est pour ça que j'ai notamment fait cette chaîne YouTube d'ailleurs. Parce que c'est un peu fatigant de voir cette redondance s'accumuler toujours plus et qui n'apporte rien de très enrichissant. Je travaille de plus dedans et je suis un passionné, donc je pense pouvoir dire mon mot là-dessus. Le cinéma, surtout français, a beaucoup de mal en ce moment pour des raisons économiques liées à la pandémie, mais aussi aux gens qui y vont justement moins. J'aimerais pouvoir changer un peu la donne en leur montrant qu'il y a d'autres films, peut-être pas tout le temps divertissants, peut-être parfois durs aussi à regarder, mais qui les emmèneront dans un ressenti qu'ils ne connaissent pas et qui peuvent les amener à réfléchir au film des semaines après. Mais je suis pas dans une posture fermée justement. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et de films à découvrir et j'adore avoir des arguments qui sont valables. Car pour moi c'est ça être cinéphile, mais c'est aussi pour moi ça être intelligent et faire preuve de bon sens. C'est être toujours à l'affût de nouvelles choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop ennuyé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains arguments, je suis toujours ouvert à la discussion comme d'habitude. Mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Twitter où je poste pas mal. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!